La salamandre de porcelaine. Une nouvelle de Orson Scott Card. Traduit de l'américain par Luc Carissimo. Ils appelaient à juste titre leur pays le beau pays. Il était situé à l'extrême bord du continent. Face au beau pays s'étendait le grand océan, que bien peu osaient traverser. Derrière lui s'élevait l'abrupte falaise, une muraille si haute et si escarpée que bien peu osaient l'escalader. Dans un tel isolement, les gens, qui se nommaient, bien sûr, le beau peuple, coulaient une existence merveilleuse. Tous n'étaient pas riches, bien entendu, et tous n'étaient pas heureux, mais c'était une telle splendeur de vivre au beau pays que la pauvreté échappait facilement à un examen superficiel, et la détresse y semblait si peu profonde. À part pour Kyrène. La détresse était pour Kyrène un mode de vie. Car bien qu'elle vécût dans une riche demeure avec domestiques, bien qu'elle eût, semblait-il, tout ce qui lui était possible de désirer, elle était, la plupart du temps, profondément malheureuse. Car c'était un pays où les malédictions, les bénédictions et la magie agissaient. Pas toujours, et pas toujours de la façon prévue par son auteur, mais parfois les malédictions agissaient, ce qui était son cas. Non qu'elle eût rien fait pour le mériter, elle avait été aussi innocente que n'importe quel bébé au berceau. Mais sa mère n'était guère solide, les douleurs et l'angoisse de l'enfantement l'avaient tuée. Et le père de Kyrène aimait tellement sa femme qu'en apprenant la nouvelle, apercevant le bébé né alors même que mourait sa mère, il s'était écrié « Tu l'as tué! Tu l'as tué! Puisses-tu ne jamais mouvoir un muscle de ta vie jusqu'à ce que tu perdes quelqu'un que tu aimes autant que je l'ai aimé !» C'était une terrible malédiction. L'infirmière pleura en l'entendant, et les médecins lui fermèrent la bouche avant que, dans sa folie, le père de Kyrène puisse en dire plus. Mais la malédiction agit, et bien qu'il le regrettât 1 million de fois au cours de l'enfance de Kyrène, il n'y avait rien qu'il pût faire. Oh, bien sûr, la malédiction n'était pas si forte. Kyrène apprit à marcher d'une certaine manière, et elle pouvait rester debout jusqu'à 2 minutes d'affilée. Mais la plupart du temps, elle restait assise ou couchée, parce qu'elle fatiguait si vite, et que ses muscles ne réagissaient qu'à peine aux ordres qu'elle leur envoyait. Elle pouvait élever une cuillère à sa bouche, mais elle était bientôt épuisée, et il fallait la faire manger. Elle avait tout juste la force de mâcher. À chaque fois que son père la voyait, il avait envie de pleurer. En fait, il pleurait souvent. Parfois, il pensait même à se tuer pour enfin effacer sa culpabilité. Mais il savait que cela ne ferait que rendre encore plus malheureuse la pauvre Kyrène, qui n'avait rien fait pour mériter un tel sort. Cependant, quand sa culpabilité lui pesait trop, il s'échappait. Il prenait sur son dos un sac empli de beaux fruits et d'ingénieuses réalisations du beau pays, puis il se dirigeait vers la falaise. Il serait absent plusieurs mois, et personne ne savait quand il reviendrait, ni même si la falaise ne se révélerait pas cette fois trop dure pour lui, l'envoyant à la mort. Mais, quand il revenait, il ramenait toujours quelque chose pour Kyrène. Et pendant quelque temps, elle souriait et disait « Merci, père ». Alors les choses allaient bien, pour un temps, jusqu'à ce que le désespoir la reprenne. Alors son père souffrait à nouveau à la vue du résultat de sa malédiction inconsidérée. Le printemps était bien avancé. L'année des 11 ans de Kyrène
lorsque son père revint l'un de ses voyages sur la falaise, encore plus heureux qu'il ne l'était généralement dans de telles circonstances. Il se précipita vers sa fille, qui gisait livide sous la véranda, écoutant les oiseaux. « Kyrène !» appela-t-il. « Kyrène, je t'ai apporté un cadeau !» Elle sourit, bien que même les muscles lui permettant de sourire fussent faibles, ce qui rendait bien triste son sourire. Son père fouilla dans le sac, plein de toutes sortes de merveilles qu'il vendrait, en homme prévoyant, à ceux qui avaient de l'argent et désireraient les acquérir non pour la simple possession de biens, mais pour la rareté de ceux-ci, et sortit le cadeau de Kyrène qu'il tendit à celle-ci. C'était une boîte qui tressautait violemment de ça et de là. « Il y a quelque chose de vivant dedans, » dit Kyrène. « Non, Kyrène chérie, mais il y a quelque chose qui bouge, et c'est à toi. Avant de t'aider à l'ouvrir, je vais te raconter son histoire. Au cours de mes voyages, je suis un jour arrivé à une ville que je n'avais jamais visitée. Dans cette ville, il y avait beaucoup de marchands. Et j'ai demandé à un homme qui possède la marchandise la plus rare et la plus extraordinaire de toute la ville. Il me répondit que je devais aller voir Irvas. Je découvris celui-ci dans une humble boutique d'aspect miséreux. Mais à l'intérieur se trouvaient des merveilles telles que personne n'en a jamais vues. En vérité, cet homme comprend la magie transcendante de delà le ciel. Il demanda « Que désires-tu le plus au monde ?» Je lui répondis, bien sûr, « Que ma fille soit guérie. »« Oh, père, » dit Kyrène. « tu ne veux pas dire ?»« Si, absolument. Je lui ai décrit ton état et comment cela t'est arrivé, et il a dit « Voici le remède. Maintenant, ouvrons la boîte pour que tu vois. » Aussi, Kyrène ouvrit-elle la boîte, plus qu'un peu aidée par son père, mais elle n'osa pas regarder à l'intérieur. « Sors-le, père, » demanda-t-elle. Il plongea donc la main dans la boîte et en ressortit une salamandre de porcelaine. Elle était recouverte d'une profonde couche d'émail brillant, et bien que blanche, couleur tout à fait anormale pour une salamandre, on ne pouvait se méprendre sur sa forme. C'était en fait la fidèle reproduction d'une salamandre. Et elle bougeait. Ses pattes s'agitaient follement dans les airs, sa langue allait et venait vivement entre ses lèvres, sa tête tournait, ses yeux roulaient. Kyrène cria, rit et dit « Oh, père, qu'a-t-il fait pour qu'elle remue de si admirable façon ?»« Eh bien, dit son père, il m'a dit qu'il lui avait accordé le don du mouvement, mais pas celui de la vie. Et si jamais elle s'arrête de bouger, elle deviendra immédiatement comme n'importe quelle autre porcelaine, raide, dure et froide. »« Comme elle court !» dit-elle, et ce devint la plus grande joie de son existence. Quand elle se réveillait le matin, la salamandre dansait sur son lit. À l'heure des repas, elle courait autour de la table. Ou qu'elle s'étende, ou bien s'assoie, la salamandre pourchassait inlassablement quelque chose, explorait ou essayait d'éviter quelque chose. Kyrène la regardait sans arrêt et, de son côté, elle ne disparaissait jamais à sa vue. Puis, le soir, pendant qu'elle dormait, la salamandre courait autour de la pièce, ses pieds de porcelaine frappant silencieusement le tapis, ne produisant qu'un léger tintement occasionnel lorsqu'elle trottait sur les briques du foyer. Son père attendait une guérison. Celle-ci commença à se produire, lentement mais sûrement. Tout d'abord, Kyrène n'était plus malheureuse. La salamandre était trop drôle pour ne pas la faire rire. Elle ne s'éloignait jamais, aussi se sentait-elle mieux, et ce n'était pas tout. Elle se mit à marcher un peu plus souvent, elle se tenait davantage debout, et elle s'asseyait là où elle se serait d'habitude couchée.
elle commença à passer spontanément d'une pièce à l'autre. Vers la fin de l'été, elle partit même faire des promenades en forêt. Bien qu'elle dût souvent s'arrêter pour se reposer, elle était heureuse et devint un peu plus résistante. Ce qu'elle n'avoua jamais à personne, en partie de crainte que ce ne fût un effet de son imagination, c'est que la salamandre savait aussi parler. « Tu sais parler ?» dit-elle surprise, un jour où la salamandre lui avait dit « Pardon. » après lui avoir monté sur le pied. « Bien sûr. » répondit-elle. « À toi. » »« Pourquoi pas à quelqu'un d'autre ?»« Parce que c'est pour toi que je suis ici. » expliqua-t-elle, tout en courant sur le faîte du mur du jardin, avant de sauter à ses côtés. « Je suis faite comme ça, mouvement et parole, le mieux que je puisse faire. Je ne peux pas avoir la vie, ça ne marche pas. » Ainsi parlait-elle au cours de leur longue promenade en forêt. Et Kiren finit par s'imaginer que la salamandre était aussi entichée d'elle qu'elle-même l'était devenue. En fait, elle dit un jour à sa salamandre « Je t'aime. » « Aime, répondit celle-ci, folâtrant de haut en bas d'un arbre. « Oui, dit Kiren. Plus que la vie, plus que tout au monde. » « Plus que ton père ?» demanda la salamandre. C'était délicat. Kiren n'était pas une enfant ingrate. Elle avait réellement pardonné à son père depuis des années, mais elle devait être honnête envers sa salamandre. Plus que père, plus que ma mère dans mes rêves, parce que tu m'aimes, que tu joues avec moi et que tu me parles tout le temps. « Aime, dit la salamandre. Malheureusement, je suis en porcelaine. Aime. C'est un mot, 3 voyelles et une consonne. Comme tui, joli bruit. Et elle bondit par-dessus un petit ruisseau qui barrait le chemin. Tu ne m'aimes pas ? Je ne peux pas. C'est une émotion, tu sais. Je suis en porcelaine. Pardon. Et elle dévala le long du dos de Kiren, qui venait de s'appuyer contre un arbre. Je ne peux pas aimer. Vraiment, désolé. Kiren fut très, très peiné. Ne ressens-tu rien pour moi ? Ressentir. Ne confonds pas tout. Les émotions vont et viennent. Qui peut s'y fier ? Ne suffit-il pas que je passe tout mon temps avec toi ? Ne suffit-il pas que je ne parle qu'à toi ? Ne suffit-il pas que tu quoi ? J'étais sur le point de faire des prédictions insensées. J'allais dire, ne suffit-il pas que j'aille mourir pour toi ? Mais c'est idiot, bien sûr, parce que je ne suis pas vivante, juste en porcelaine. Attention à l'araignée. Kiren s'écarta du chemin d'une petite araignée chasseuse verte qui pouvait tuer un cheval d'une seule morsure. « Merci, dit-elle. Et encore, merci. » Le premier merci était pour lui avoir sauvé la vie, mais c'était son travail. Le second pour lui avoir dit à sa façon qu'elle l'aimait, après tout. « Alors je ne suis pas folle de t'aimer, n'est-ce pas ? » ?»« Tu es folle. Folle en vérité. Folle comme sont folles les lunes de danser sans fin dans le ciel et ne jamais rentrer ensemble chez elles. »« Je t'aime, dit Kiren. Plus que je n'ai chéri l'espoir d'être normale. » Et voyez-vous, c'est parce qu'elle avait dit cela que le vieil homme se présenta dès le lendemain à la porte de son père. « Désolé, » dit le domestique. « Vous n'avez pas rendez-vous. »« Dites-lui simplement, »
dit le vieil homme. Qu'Irvas est là. Le père de Kyrène dévala l'escalier. « Oh, vous ne pouvez pas reprendre la salamandre !» hurla-t-il. « La guérison est à peine commencée !»« Je le sais mieux que vous, » dit Irvas. « Votre fille est dans les bois ?»« Avec la salamandre. Quel changement merveilleux ! Mais pourquoi êtes-vous ici ?»« Pour terminer la guérison, » dit Irvas. « Quoi ?» demanda le père de Kyrène. « La salamandre n'est-elle pas seule le remède ?» Au lieu de lui répondre, Irvas demanda. « Qu'étaient les paroles de votre malédiction, hein ?» Le visage du père de Kyrène se fit sévère, mais il se força à énoncer ces paroles exactes. « Puisses-tu ne jamais mouvoir un seul muscle de ta vie jusqu'à ce que tu perdes quelqu'un que tu aimes autant que je l'ai aimé. » « Eh bien, dit Irvas, elle a ma présence à salamandre tout autant que vous aimiez votre femme. » Le père de Kyrène mit un moment à comprendre. « Non, cria-t-il, je ne peux pas la laisser souffrir comme j'ai souffert. »« C'est le seul remède. Ne vaut-il pas mieux que ce soit un petit morceau de porcelaine plutôt que vous, qu'elle aime à ce point ?» Le père de Kyrène frissonna, puis il pleura, parce que lui seul savait vraiment ce qu'elle allait souffrir. Irvas ne dit rien de plus, bien que le regard qu'il jeta au père de Kyrène pût avoir été un regard de pitié. Il traça simplement un rectangle sur le sol du jardin, plaça 2 pierres à l'intérieur et murmura quelques mots. Au même instant, dans la forêt, la salamandre dit « Extrêmement bizarre. Il n'y a jamais eu de mur par ici. Jamais. Il y a un mur. » Il y avait bien un mur, juste assez haut pour qu'en se hissant sur la pointe des pieds, Kyrène ne parvienne, à 1 ou 2 centimètres près, à en toucher le faîte. La salamandre essaya de grimper, mais il était glissant, alors qu'elle avait toujours pu grimper à n'importe quel mur. « De la magie. Ce doit être de la magie. » marmonna la salamandre de porcelaine. Aussi en firent-elles le tour, en quête d'une porte. Il n'y en avait pas. Le mur les entourait de toutes parts, bien qu'elles ne l'eussent jamais franchi, et il n'y avait nulle part de branches d'arbres qui le surplombent. Elles étaient prises au piège. « J'ai peur, » dit Kyrène. « Il y a la bonne et la mauvaise magie, mais comment une telle chose pourrait-elle être de la bonne magie ? Ce doit être un mauvais sort. » Penser à une malédiction fit revenir ses anciens tourments. Elle contint ses larmes. Elle contint ses larmes jusqu'à la nuit. Puis, dans l'obscurité, tandis que la salamandre trottinait de ci, de là, elle ne put les retenir plus longtemps. « Non, » dit la salamandre. « Je ne peux pas m'empêcher de pleurer, » répondit-elle. « Je ne peux pas le supporter. » dit la salamandre. « Ça me donne froid. » « Je vais essayer d'arrêter, » dit Kyrène. Elle essaya et réussit presque, à part quelques sanglots et reniflements, jusqu'à ce que le matin ramène la lumière. Et elle vit que le mur était exactement au même endroit. Non, pas exactement, parce que derrière elle, le mur avait avancé durant la nuit. Il n'était plus qu'à quelques mètres. Sa prison n'occupait même plus maintenant le quart de la surface qu'elle avait occupée la veille. « Mauvais. » dit la salamandre. « Oh, ça pourrait être dangereux. » « Je sais, » répondit-elle. « Il faut que tu sortes. » dit la salamandre. « Toi aussi, » répondit Kyrène. « Mais comment ?» Tout au long de la matinée, le mur joua un petit jeu vicieux. Dès que toutes deux quittaient un endroit des yeux, le mur avançait d'une 50aine de centimètres. Comme la salamandre était plus vive et qu'elle était sans arrêt en mouvement, elle surveillait 3 côtés. « Toi, maintiens l'autre en place. » Mais Kyrène ne pouvait s'empêcher de cligner des yeux, et dès que la salamandre tournait la tête, le mur avançait. À midi, leur prison ne faisait plus qu'1 mètre carré. « Ça devient plus étroit là-dedans. » dit la salamandre. « Oh,
Salamandre, ne puis-je te jeter par-dessus le mur? On pourrait essayer, et je courrais chercher de l'aide. Elles essayèrent, mais bien que Kyrène fît appel à toutes ses forces, le mur paraissait bondir pour intercepter la salamandre qui glissait et retombait au sol, à l'intérieur. Kyrène fut bientôt épuisée, et la salamandre dit « Assez. » Au cours de leur tentative, les murs s'étaient resserrés. L'espace libre n'était plus que d'un demi-mètre carré. « On commence à être gêné aux entournures, » dit la salamandre, tout en faisant le tour de leur minuscule prison. « mais je connais la solution. » « Dis-la-moi, » cria Kyrène. « Je pense dit la salamandre. que si tu pouvais monter sur quelque chose, tu pourrais grimper par-dessus. » « Comment pourrais-je? » demanda Kyrène. « Le mur ne laisse rien passer. » « Je pense dit la salamandre. que le mur ne me laisse pas passer, moi, parce que les oiseaux passent et repassent, et le mur ne les retient pas. » C'était vrai. Un oiseau chantait sur un arbre voisin. Il s'envola juste à ce moment, comme pour confirmer les propos de la salamandre. « Je ne suis pas vivante, vois-tu, dit la salamandre. je ne bouge que par magie. Toi, tu pourrais donc sortir. » « Mais sur quoi monterais-je? » Sur moi. dit la salamandre. « Toi? Demanda Kyrène. Mais tu vas si vite. » Pour toi, je resterai tranquille. « Non, Cria Kyrène. non, non. » Hurla-t-elle. Mais la salamandre se tenait au pied du mur, statue de porcelaine, raide, froide et dure. Kyrène ne pleura qu'un instant, parce que le mur commençait à la pousser dans le dos. Sa prison ne faisait plus qu'un quart de mètre carré. La salamandre avait donné sa vie pour qu'elle puisse échapper. Elle lui devait au moins d'essayer. Elle essaya donc. Debout sur la salamandre, elle réussit à atteindre le sommet du mur. En se mettant sur la pointe des pieds, elle put s'y accrocher et, en faisant appel à toutes ses forces, elle parvint à se hisser et bascula doucement par-dessus. Elle tomba par terre comme une masse. Et à cet instant précis, il se passa deux choses. Les murs se resserrèrent rapidement jusqu'à ne plus former qu'une colonne qui disparut bientôt complètement, emportant avec elle la salamandre. Et Kyrène acquit les forces normales d'une enfant de 11 ans. Elle pouvait courir, elle pouvait sauter, elle pouvait se balancer aux branches des arbres. La force se répandit en elle aussi soudainement qu'un vin généreux, et elle n'eut pas à s'étendre par terre. Elle se leva d'un bond, mettant tant de puissance dans le mouvement qu'elle faillit faire la culbute. Elle courut, elle sauta par-dessus les ruisseaux, elle grimpa aux arbres aussi haut qu'elle le put. La malédiction était levée. Elle était libre. Mais même les enfants normaux finissent par se fatiguer. Et, se calmant, elle cessa d'être la proie de l'exaltation. Elle se rappela la salamandre de porcelaine, ce qu'elle avait fait pour elle. Ils la découvrirent dans l'après-midi, pleurant désespérément sur un tas de feuilles mortes de l'année précédente. « Vous voyez, dit Irvas, qui avait insisté pour diriger les recherches. C'est pourquoi ils la trouvèrent immédiatement. vous voyez, elle a toutes ses forces. Le mauvais sort est terminé. » « Mais son cœur est brisé, dit son père, soulevant sa petite fille dans ses bras. « Brisé ? Demanda Irvas. Il ne devrait pas, parce que la salamandre de porcelaine n'a jamais été vivante. » « Si, elle l'était. » cria Kyrène. « Elle me parlait, elle a donné sa vie pour moi. » Tout ceci est vrai, dit Irvas. mais réfléchis. Tout le temps où elle était sous le charme, elle ne pouvait jamais se reposer. Penses-tu qu'elle n'était jamais fatiguée ? Bien sûr que si.
Eh oui, dit Irvas. elle peut maintenant se reposer. Et même mieux, parce que, quand elle a cessé de bouger, se figeant à jamais, que se passait-il dans son esprit? Irvas se releva et s'apprêta à partir. Mais après quelques pas, il se retourna. « Kiren !» dit-il. « Je veux ma salamandre !» répondit-elle entre ses sanglots. Oh, elle aurait fini par devenir ennuyeuse à la longue. Elle aurait cessé de t'amuser, tu l'aurais évité. Mais maintenant, c'est un souvenir. Et à propos de souvenirs, rappelle-toi qu'elle a aussi les siens, quoique figés. C'était d'un piètre réconfort, sur le coup, parce que les enfants de 11 ans ne sont guère portés sur la philosophie. Mais, en vieillissant, Kiren se souvint. Elle comprit que, où que se trouve la salamandre, elle vivait un instant parfait qui n'en finirait pas, l'instant où son cœur était empli d'un tel amour. Non, pas d'amour. L'instant où elle avait décidé, sans amour, qu'il valait mieux que son existence, telle qu'elle était, se termine plutôt que d'assister à la fin de celle de Kiren. C'est un moment avec lequel on peut vivre pour l'éternité. Et, devenant plus vieille, Kiren apprit que les gens connaissent rarement de tels moments, et que ceux-ci ne durent qu'un instant, tandis que la salamandre de porcelaine ne le verrait jamais s'enfuir. Quant à Kiren, elle devint célèbre, bien qu'elle ne l'eût jamais cherchée, comme la plus belle parmi le beau peuple, et plus d'un voyageur franchit l'océan ou descendit la falaise rien que pour la voir, lui parler et graver à jamais son visage dans sa mémoire. Quand elle parlait, ses mains étaient toujours en mouvement, dansant perpétuellement dans les airs. Elle semblait ne jamais cesser de bouger, blanches et lustrées comme de la porcelaine émaillée. Et son sourire était éclatant comme les lunes, revenant sur son visage aussi inlassablement que les vagues de la mer. Et ceux qui la connaissaient bien pouvaient presque voir son regard voler autour de la pièce ou du jardin, comme si elle suivait des yeux un vif petit animal. C'était La salamandre de porcelaine, une nouvelle d'Orson Scott Card. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.